Qui n'a jamais vu en songe un pays idéal? Un pays où le luxe, le calme et la volupté sont le lot quotidien, où le soleil est doux et chaud toute l'année, la mer d'un bleu profond, les montagnes escarpées. Un pays où l'oranger et le citronnier mêlent leurs parfums aux effluves des fleurs les plus belles de la création. À l'extrême sud-est de la France, à la frontière italienne, ce pays existe. De Monaco à Menton s'ouvrent les jardins des délices. Les amoureux de la nature y trouvent leur compte, les passionnés de jeux y font les leurs, alors s'impose à tous l'image du plus célèbre des casinos, le casino de Monte-Carlo. Rien ne va plus. Neuf, rouge impériement. L'histoire du casino de Monte-Carlo est tout à fait particulière. Là se rencontreront toutes les têtes couronnées d'Europe. Cette Europe de la belle époque, cette Europe en pleine mutation. Le casino de Monte-Carlo, fleuron de la principauté de Monaco. Il est né au XIXe siècle, de la volonté d'un prince, Charles III. Le promoteur du casino fut François Blanc, qui sut convaincre le prince. Comme votre Altesse le sait, ce sont les Phocéens qui créèrent et développèrent le port de Monaco. Or, s'ils venaient de Marseille, les Phocéens étaient d'origine grecque, et c'est un fait incontestable que les Grecs sont les plus grands joueurs du monde. La création de la nouvelle Société des Bains de Mer permet la réalisation d'un programme ambitieux. C'est à Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, que sont confiés les plans du casino. Il s'élève sur le plateau des Spéluges. Du Vieux-Port au faubourg des Moulins, vers le Cap Martin, se développe un nouveau quartier qui reçoit, noblesse oblige, le nom de Monte-Carlo. De grands hôtels, des villas somptueuses sortent de terre.
La liaison ferroviaire est assurée, rien n'entrave plus le succès. On lira dans les colonnes du Figaro: Monsieur Blanc a transformé Monaco en une véritable ruée vers l'or californien. Grâce aux bénéfices réalisés avec le jeu, le prince Charles III peut exonérer ses sujets d'impôts. Et cette mesure est toujours en vigueur aujourd'hui. Il semblerait que la baguette d'une fée ait enfanté tous ces embellissements, toutes ces constructions, la prospérité incroyable et la vie de ce coin de paradis. Les luxueux salons sont les témoins muets de tant de fortunes, fêtes ou défaites, de temps d'espoir ou de désespoir, paradis d'une nuit ou enfer d'une vie. Les salons de jeu constituent un vaste ensemble de salles en enfilade, aux vitraux colorés, décorés de sculptures, peintures allégoriques, luminaires de bronze. Tous les jeux américains et européens y sont proposés. Après la fièvre du jeu, prenons le temps de flâner dans les jardins et sur les terrasses du casino. L'allée des Boulingrins s'étend de la place du Casino au boulevard des Moulins. En contrebas, on peut admirer la mosaïque de Vasarely, Hexagras. Elle orne la toiture du centre de congrès Auditorium de Monte-Carlo. Son architecture futuriste a su s'adapter aux contraintes du lieu. La principauté de Monaco a tous les atouts pour recevoir les plus grands congrès internationaux dans un environnement exceptionnel. Et là, comment les décideurs n'auraient-ils pas confiance en l'avenir ? Monaco, métropole touristique, est aussi un haut lieu économique. C'est dans la principauté que se trouve la plus forte densité au monde de banques. Plus de 30 sociétés bancaires y sont présentes. Radio Monte-Carlo et Télé Monte-Carlo ne sont pas étrangères au grand renom de cette principauté qui sait rester une tête de pont de l'Europe. C'est au galop que nous attaquons RMC Matin, il est 7h. Le journal Emmanuel Maubert. La nuit des Césars, la 18e du nom, aura donc été celle des nuits faux.
C'est vrai, j'allais oublier, l'une des plus grandes marées du siècle, coefficient 119 pour les spécialistes. Pour retrouver une marée équivalente, il faut remonter à 1918. La mer va se retirer très très loin et va revenir très très vite, à la vitesse d'un cheval au trot. Quatre récompenses au total pour le film de Cyril Collard. Meilleur film, meilleur premier film, meilleur montage et bien sûr meilleur espoir féminin pour la bouleversante Romane Boringer. La principauté de Monaco est un paradis où les frontières sont faites de fleurs. Ainsi s'exprimait Colette. Quelle est donc l'origine du plus petit des États souverains? Îlot anachronique, enclavé dans le département des Alpes-Maritimes, à 12 km de l'Italie. Il s'étend sur 195 hectares et offre à ses 28 000 habitants une vie de rêve, où le luxe quotidien est vécu avec le plus grand des raffinements. D'ouest en est, on distingue Fontvieille, en liaison régulière avec l'aéroport de Nice. Un terre-plein de 31 hectares a été conquis sur la mer. Le chapiteau rond de l'espace Fontvieille accueille de nombreuses manifestations. Sur le terre-plein de Fontvieille est inauguré le 25 janvier 1984 le stade Louis II. Le gigantesque complexe sportif est un des plus beaux du monde et permet les rencontres internationales de plus haut niveau. Son architecture audacieuse s'intègre magnifiquement dans un quartier en pleine expansion. Un nouveau port de plaisance a été aménagé, dominé à l'est par le rocher de Monaco. Surplombant le port de Fontvieille, voici le centre d'acclimatation zoologique. Il fut fondé par le prince Régnier en 1954. Et il semblerait bien que pour les animaux aussi, la principauté soit un jardin d'Éden. À l'ouest, la crique de la Condamine est baignée par la mer. De la place du Palais, on y accède à pied par la rampe Major.
Monte-Carlo est à la frontière orientale de la principauté. Mais le berceau de Monaco, c'est le rocher, trait d'union entre les blocs alpins et la Méditerranée. C'est le cœur battant de la principauté. La vieille ville a su garder le charme désuet d'une bourgade médiévale au parfum suranné d'une époque révolue. Voici des Venelles, où il fait bon flâner. Des places charmantes où l'on peut croiser Saint-Nicolas, ou le célèbre sculpteur monégasque Bosio. Peut-être préférez-vous les palais italiens. Alors attardez-vous devant le palais de justice. Et au détour d'une rue, ce sera une chapelle, une fontaine. Prendre le temps de vivre. Telle est la philosophie qu'enseigne le monégasque à ses visiteurs. Le rocher était protégé par de puissants remparts. Les anciennes fortifications, élevées à l'époque de Vauban, sont aujourd'hui des promenades exquises. Le fort Antoine, qui autrefois défendait l'entrée du port, est devenu théâtre de verdure. L'éperon de Monaco doit tout à la mer. Ce site primitif fut-il un comptoir phénicien, puis carthaginois, très tôt hellénisé, ou une colonie ligure? La mythologie appartient à l'histoire des hommes. N'associe-t-on pas souvent Monaco à la légende d'Hercule? Les Phéniciens avaient coutume de placer leurs colonies sous la protection des dieux et choisissaient des lieux escarpés. Il fallait que les navigateurs puissent les apercevoir de loin. Un temple dédié à Hercule, dit Monoécus, aurait été élevé sur le promontoire dominant la Calanque. À l'époque romaine, Monaco appartenait à la province des Alpes-Maritimes. Cimiez en était le chef-lieu. Voici l'aube du christianisme. La tradition locale nous a conservé la légende de sainte dévote. Au IIIe siècle, l'empereur Dioclétien veut étouffer la foi nouvelle. Ce sera le temps des martyrs. En Corse, une jeune ascète a choisi de vivre la foi du Christ. Elle la vivra jusqu'à la mort. Un prêtre demande à un pêcheur de l'emmener pour ensevelir le corps de la sainte en terre africaine. Mais une tempête les égare. C'est alors que sainte dévote apparaît en songe au prêtre. Il doit suivre une colombe. Et le bel oiseau se pose à l'entrée du vallon des Gaumates, à Monaco. Là s'élèvera une chapelle. Le retable de sainte dévote, sainte patronne de Monaco, conservé en la cathédrale, est une œuvre du peintre niçois Louis Bréa. La sainte tient la palme du martyr. L'œuvre est datée de l'année 1500. De Louis Bréa aussi, cette descente de croix et cette piéta entourée des scènes de l'agonie du Christ. Que celui qui veut être mon disciple prenne sa croix chaque jour et me suive.
Le rétable de Saint-Nicolas fut peint sur bois en 1500. Saint-Étienne, Saint-Michel, Saint-Laurent et Sainte-Madeleine l'entourent. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. L'ancienne église paroissiale, aujourd'hui disparue, était dédiée à Saint Nicolas, patron des marins. En 1887, la principauté de Monaco est érigée en diocèse dépendant directement de Rome. La nouvelle cathédrale, en pierre blanche de la Turbie, fut consacrée à Notre-Dame Immaculée. L'architecte est Lenormand. Le décor extérieur chante la gloire de la majesté divine et de la Vierge Marie. Aux angles de la toiture, les symboles des évangélistes. À l'intérieur, une grande mosaïque néo-byzantine représente la Vierge à l'enfant et Marie proclame qu'en donnant le Christ au monde, elle symbolise l'Église. Dans la chapelle du Saint-Sacrement, l'autel, au cœur de noyer rouge, est doré à la feuille. Style Renaissance espagnole du XVIIe siècle, il provient de l'ancienne église Saint-Nicolas. Du XVIIe siècle également cette Vierge dorée, honorée par les monégasques sous le nom de Sainte Marie la Glorieuse. Une cathédrale tire son nom de la présence de la cathèdre, le siège épiscopal. Ici, elle est de marbre blanc de Carrare, tout comme l'est aussi le maître-autel incrusté de mosaïques. Cet édifice de style romano-byzantin abrite les sépultures des princes défunts, ces princes qui ont fait l'histoire de Monaco. Depuis 700 ans, le destin du rocher est dirigé par la dynastie des Grimaldi, issue de corsaires génois au temps des luttes fratricides entre Guelfes et Gibelins. Les Grimaldi, grande famille guelfe, occupent pratiquement sans interruption depuis 1297 la place fortifiée par la République de Gênes. Le site fut pris par surprise par François Grimaldi, dit La Malice. Il avait déguisé ses hommes en moines. En fait de livres d'oraison, ce sont des épées qu'ils brandissent. C'est pourquoi 2 frères franciscains soutiennent le blason princier, losangé de gueules et d'argent. De François Grimaldi à Régnier III, 26 souverains ont construit la prospérité de Monaco. La compagnie des carabiniers du prince veille 24 heures sur 24 à la sécurité du souverain. Chaque jour, à 11h55 précise, a lieu devant l'entrée principale du palais la relève de la garde, selon un cérémonial immuable depuis plus d'un siècle. L'étendard princier indique la présence du prince dans le palais. Le palais, édifié à l'emplacement de la forteresse génoise, s'élève à l'extrémité nord-ouest du rocher. Du château vieux restent 4 tours, reliées par des remparts crénelés. L'aile principale bordant la place a été aménagée au XIVe et XVe siècle. La porte monumentale date du XVIIe siècle. La tour Sainte-Marie, la tour de l'horloge, ont été élevés par le prince Albert Ier. Cette reconstruction s'effectua dans le style des palais florentins, avec appareil embossage, créneaux fendus au milieu, dit créneaux guelfes.
Le prince Albert fut l'âme des embellissements de l'ancienne cité génoise. Le prince bâtisseur fit construire l'hôtel du gouverneur. Il s'élève place de la Visitation. L'ancienne maison de Milhaud devient mairie après avoir été le collège Saint-Charles où Apollinaire fit ses études. Sous le règne d'Albert Ier, la baie d'Hercule devient un port moderne. On drague, on creuse, on ferme la passe par 2 jetées. Les travaux sont menés par l'ingénieur français Bâtard Razelière. Les plus beaux yachts s'amarrent au nord, quai des États-Unis. Entre le quai et le boulevard Albert Ier, nombreux sont ceux qui veulent voir les voitures prendre le fameux tournant des gazomètres. Le Grand Prix automobile de Monaco est un des grands moments de la vie monégasque. À l'ouest, sur le quai Albert Ier, a été créé en 1964 le stade nautique Régnier III. La sculpture de Sigaldi, le plongeur, marque dans le bronze le classicisme hérité de l'Antiquité. Monaco sait reconnaître ses origines. La plus importante fondation du prince Albert, ce prince amoureux de la mer, est le musée océanographique. Il voulut la création d'un palais de la mer, pour réunir dans un même éclat les 2 forces directrices de la civilisation, l'art et la science. Le prince Albert voulait élever un temple à la science. Il souhaitait démontrer que la principauté n'était pas seulement l'empire du jeu, et il réussit son pari. Le choix du site était important. Vous bâtirez ici. L'architecte de la Forterie reçut comme directive de construire grand tout en protégeant les jardins de Saint-Martin. Une seule solution, l'utilisation de piliers et d'artifices en tout genre pour bâtir sur un terrain exigu à la pointe du rocher. La première pierre du musée océanographique est posée le 25 avril 1899. L'inauguration a lieu en 1910. 11 ans de travail et 100 000 tonnes de pierres de taille de la Turbie ont été nécessaires pour édifier cet éperon à la proue du rocher. Le musée océanographique est l'un des plus beaux du monde. Il a été conçu pour recevoir 1698 sorties en mer. Sur ces navires, équipés de laboratoires et de matériel sophistiqué, il accomplit une œuvre importante qui fit de lui un membre influent de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. C'est à lui que l'on doit la fondation à Paris de l'Institut océanographique.